Donc je suis ravie de vous annoncer que la malédiction qui me touche en conférence avec mon ordinateur se poursuit. J'en suis donc à 2 incidents en 2 conférences. Voilà. On est donc... Nous sommes donc légèrement en retard. J'espère qu'on va rattraper tout ça. Je vous remercie vraiment à tous de m'accorder un peu de temps pour parler d'un sujet que vous allez peut-être découvrir. Vous avez peut-être déjà entendu parler. Il s'agit de quelque chose qui s'appelle les liberating structures. Avant de rentrer dans le vif du sujet, alors c'est là où j'ai un problème de calage d'écran, donc il va falloir me croire sur parole. Je vais vous proposer un petit exercice d'échauffement. Là, on est en fin de journée. Vous avez passé la journée à assister à des tas de super sessions. Vous avez même potentiellement mangé un peu trop de gâteau basque au goûter. Donc, il n'y en a plus. Ah bah, ils ont vraiment tout mangé, alors. Donc, je vous propose, tout simplement, dans un premier temps, de trouver un partenaire, idéalement quelqu'un que vous ne connaissez pas. Sauf que, vu la configuration, je pense qu'en général, vous êtes assis à côté de gens que vous connaissez. Et tout simplement, au pire, vous ne changez pas de place, hein, faites ça avec la personne qui est à côté de vous. Une fois que les paires sont constituées, est-ce que c'est le cas ? Parce que c'est un exercice, là, je vais vraiment vous demander de le faire. Hein. Je ne suis pas en train de vous expliquer ce qu'est une liberating structure. Je me disais bien qu'il y avait un truc qui n'avait pas été compris. Non mais j'étais vraiment sérieuse. Hein. Voilà. Mais si vous connaissez, c'est pas gravissime. Ok. Alors je vais juste vous demander, quand vous êtes prêts, levez la main. Voilà. C'est parfait. On va y aller. Le principe est simple. Vous travaillez par paire et vous avez une question qui est très simple. Qu'attendez-vous de cette session ? Alors attention, subtilité, c'est pas à moi qu'il faut donner la réponse. Chacun à votre tour, vous allez répondre à cette question à la personne avec qui vous êtes en paire. Et vous avez 1 minute. Excuse-moi, je n'ai pas d'amis. Par contre, j'aimerais bien savoir ce que tu attends toi de cette session. Hein ? Tu attends quoi de cette session ? Ne pas me viander complètement, sachant que j'ai à peu près dormi 0 minutes depuis 48 heures. C'est pas mal, félicitations. Que ma malédiction sur les ordinateurs donc, se poursuit. Et que c'est la session de clôture et que j'aimerais bien piquer l'intérêt des gens pour qu'eux-mêmes aillent jouer un peu avec ces petits outils fort sympathiques. Très bien. Et toi ? Moi, j'aimerais le découvrir. On avait vu Agile Playground. Je connais pas en fait. J'avais vu une présentation Agile Playground, j'avais pas du tout capté l'intérêt du machin. Voilà. Et j'aimerais voir ce qu'il y a derrière le nom là, bizarre. J'aimerais bien voir ce qu'il y a derrière. Voilà. D'accord. Pour 10 secondes. Bonne session. On va essayer. Et top ! La minute est terminée. Maintenant, l'autre personne, si ce n'a pas déjà répondu, on échange. Ou si vous avez déjà tout fait, vous pouvez en reparler. Si vous êtes tout seul, d'accord. Du coup, moi je suis solo parce qu'on va pas tout seul, mais et on réfléchit à des choses à mettre en place pour après les implémenter seul. Les valeurs. Et vous faites quoi ? Je suis dans la recherche. Et la seconde minute est terminée. En théorie, à ce stade,
Les deux personnes en paire ont expliqué chacun à la personne en face d'eux, ou à côté, ou derrière, leurs attentes par rapport à cette session avec ce titre si mystérieux. Étape suivante. Second round. Eh ben, vous allez trouver une autre personne, donc pas la même, j'insiste, et on recommence avec la même question et la même durée. Allez. Et voilà. Et c'est terminé. Non, le premier. Donc maintenant, on recommence sur la seconde minute. Donc la seconde personne, à nouveau, explique. Fin du second round. Troisième round. Vous allez être vachement étonnés. On trouve encore un nouveau partenaire. Et on recommence. C'est bon. C'est pas normal, il y a quelqu'un qui est tout seul là. Et là, on change. La personne qui n'a pas encore parlé sur ce tour-là prend la parole, expose sa réponse à la question. Promis, c'est bientôt fini.
Et c'est terminé. Sauf que je n'arrive plus à les arrêter. Le temps est écoulé. Donc tout d'abord, bravo, félicitations. Vous venez, mine de rien, d'expérimenter, à un avant-goût rapide, hein, je le conçois, l'une des liberating structures dont je vais vous parler plus en détail sur le temps qu'il nous reste. Le nom de cette petite chose est Impromptu Networking, indiqué sur le slide. Donc là, en théorie, à ce stade, si je n'ai pas réussi à vous faire fuir, vous devriez pouvoir rester jusqu'à la fin. Ok, qu'est-ce que sont les liberating structures? Désolé. C'est une sélection de ce qu'on appelle des structures d'échange, en fait 33, qui ont été mises au point en 2014 par deux auteurs. Le nom n'est pas forcément fondamental pour la conférence et honnêtement, je n'ai plus le nom en tête, donc vous les aurez sur les slides. L'info qui est importante, c'est que toute la documentation qui a trait à ce sujet-là a été publiée sous licence Creative Commons, à savoir l'accès est gratuit. Vous pouvez, tant que vous ne faites pas un usage commercial, vous pouvez même le modifier et l'adapter à votre contexte. Ces structures d'échange, c'est un nom, on va dire, scientifique et peut-être juste un peu compliqué, qui porte uniquement sur le fait d'avoir une façon d'organiser des échanges verbaux, des échanges d'informations avec d'autres personnes. C'est aussi simple que ça. Disons qu'on pourrait appeler ça des discussions. Au final, on fait des discussions de formes différentes. On en utilise plein au quotidien, tout le temps. Des discussions entre collègues, des réunions d'information, des ateliers de résolution de problèmes, des votes, de la prise d'infos. Nos journées sont quelque part emplies de ce genre de choses. Le but de ces structures, c'est de modifier très légèrement la façon qu'on a d'interagir avec les autres humains autour de nous dans le cadre de ces échanges d'informations. Le but aussi, c'est que ça soit simple et que ça soit utilisable dans à peu près n'importe quel contexte. Que ce soit en complément ou en remplacement des structures d'échange, donc des structures de discussion, qu'on utilise déjà tous naturellement au quotidien. Le problème, en fait, avec les structures traditionnelles, et là je pense que vous allez reconnaître certains effets, c'est que ça peut générer de la frustration. Vous savez, ces discussions, vous avez le sentiment de ne pas être franchement écouté. Vous essayez de parler, personne ne vous écoute, voire on vous interrompt, voire vous essayez d'émettre une idée, mais vous sentez bien que vous êtes un peu seul au monde. Je pense que c'est un sentiment que certains, au moins d'entre vous, ont déjà expérimenté. Au-delà de la frustration, ça peut même mener à l'exclusion. Là, vraiment, tout le groupe vous ignore. Votre avis, quelque part, on s'en fout un peu. Et là, vous le voyez bien. Ce genre de discussion, en plus, a un petit effet pervers. Même si vous avez l'idée du siècle, au final, vous n'avez pas forcément envie de vous battre juste pour réussir à la partager. Ça met un couvercle sur l'innovation. Ça ne vous incite pas à réfléchir, à vous challenger. Ça ne donne pas envie. Au final, on ne vous écoute pas et on vous demande de vous engager. Vraiment? Vous vous sentez engagé, vous, dans un contexte où, quelque part, on ne vous écoute pas? Moi, personnellement, pas. Et ainsi de suite. Voilà. Alors, je m'excuse par avance, je vais faire un peu de réunion bashing. Ce n'est que le début. Je pense que cette photo représente assez bien certains contextes de réunion que vous avez peut-être pu vivre, ou pas. Je suis assez fan de Dilbert.
sais pas si vous connaissez. C'est une BD qui raconte les aventures d'un ingénieur informaticien, donc le monsieur avec la cravate qui se relève, qui s'appelle Dilbert, qui vit dans un environnement professionnel parfois un peu proche de nos réalités. Donc ça, c'est 2 extraits de BD qui, à mon sens, représentent un peu trop beaucoup de réunions que je peux avoir dans certains contextes. Première ligne, Dilbert essaie d'expliquer quelque chose. Sauf que tout le monde s'en fout. Seconde ligne, le chef, avec les cheveux en pointe, explique tout simplement qu'il faut vraiment organiser une réunion pour discuter les problèmes de démission des employés. On n'arrive pas à garder ses employés. Réponse de Dilbert, c'est peut-être que les employés en question partent tout simplement parce qu'ils passent un peu beaucoup de leur vie dans des réunions qui ne servent à rien. Réponse du chef, non, mais le but de la première réunion, c'est pas du tout de commencer à traiter les raisons. Le sous-titre, c'est quoi? C'est qu'on va commencer à discuter du problème dans les réunions suivantes. Toute ressemblance avec des situations déjà vécues, tout ça. Ok. Au final, ça représente juste un énorme gâchis. Un énorme gâchis de temps, un énorme gâchis d'énergie. C'est épuisant, tout ça. Au final, un énorme gâchis d'argent. Et généralement, ça fait des dégâts, tout ça. Et donc, on consacre encore plus de temps, d'énergie et d'argent à essayer de réparer les dégâts. Mais en général, il y a moyen de les aggraver encore un peu plus. Je suis peut-être un peu cynique. Un peu. Quelle est donc la différence avec ces liberating structures dont je vous parle depuis le début? Et donc pour l'instant, je ne vous ai pas dit grand-chose, à part que c'est différent de tout ce que je viens de vous expliquer. Tout simplement, le fait que ce sont des formats alternatifs aux 5 formats traditionnels que je vais lister là. Vous les connaissez tous. La présentation. Le parfait exemple, c'est la réunion avec des PowerPoint à ne plus savoir qu'en faire. C'est bon? Vous voyez à peu près de quoi je parle? Ok. La discussion dirigée, ça j'adore. On vous explique que c'est un échange, c'est libre, on faut s'exprimer. Bon, sauf qu'il y a un ordre du jour et il y a un maître du jeu qui vous explique que ça serait quand même bien de rester collé à l'ordre du jour, quoi. Enfin, faut être un peu professionnel. Pareil, déjà vécu? Non? Jamais. Le point d'avancement. Ça, c'est un de mes favoris. Là, il y a une seule chose qu'on attend de vous, c'est que vous expliquiez que vous êtes conforme au point, au plan d'avancement. C'est tout. Merci de ne pas exprimer quoi que ce soit d'autre, ça serait malvenu. La discussion ouverte. Ça, celle-là, elle est sympa. Vous êtes en train, au moins, de discuter de sujets qui potentiellement vous intéressent, avec des gens sans être vraiment cadrés, structurés et compagnie. Typiquement, le dîner entre amis, la discussion au café, pas ce qu'on est en train de faire là. Le dernier, le brainstorming. Ça, c'est censé être le format le plus ouvert, le plus dynamique, le plus propice à l'innovation. Sauf que, est-ce que c'est vraiment si propice à l'innovation? Le problème, c'est que toutes ces structures-là, qui emplissent nos quotidiens, les 2 personnes qui ont créé les liberating structures les trouvent soit trop inhibantes, donc trop contraignantes, soit beaucoup trop déstructurées. En sens, ça part dans tous les sens. Et tellement dans tous les sens qu'au final, on n'en tire pas une valeur exceptionnelle. Donc sans surprise, les contraignantes, c'est la présentation. Là, par exemple, vous n'avez pas le choix. Je ne vous montrerai pas de photos de chatons. On va parler de sujets sérieux. La discussion dirigée. Nous avons un ordre du jour, nous allons nous y tenir. Le point d'avancement. Je ne l'étalerai pas. Et le déstructuré, la discussion au café. Quand vous commencez la discussion, vous n'avez à peu près aucune idée des sujets que vous allez aborder. Et le brainstorming, là, dans la catégorie déstructurée, on peut aller très loin. Globalement, si on représente ces éléments sur un graphique avec à l'horizontale le nombre de personnes, donc là, c'est un peu remis sur les côtés, mais donc de votre côté, sur la gauche, c'est peu de personnes. Plus vous allez sur la droite, plus ça s'adresse à des grands groupes de personnes. Plus c'est vers le bas, plus on est dans une situation de contrôle, où la structure de la discussion est vraiment cadrée, normée, ou en tout cas pilotée par un nombre réduit de personnes. Plus c'est vers le haut, plus c'est effectivement une appropriation globale. Les points rouges, ce sont les 5 structures classiques dont je viens de vous parler. Sans trop de surprise, on s'aperçoit que c'est quand même très contrôlé. Ça s'adresse généralement à des petits groupes de personnes. On a un groupe qui est très contrôlé et l'autre moins contrôlé. Les liberating structures ont
comme intention, tout du moins, d'être dans le cadran opposé, à savoir pouvoir s'adresser à des grands groupes de personnes et offrir un contrôle distribué du contenu et du déroulé de la conversation. Alors ça, c'est un beau slide qui est sur les bénéfices attendus, avérés, en tout cas promis, par les gens qui ont mis en place ce catalogue. Ça encourage l'innovation. Alors vous inquiétez pas, les slides pas tronqués sur les côtés, je les partagerai. Ça a tendance à encourager l'inclusion et il y a un vrai respect de la diversité. Ça encourage la participation active des personnes. Sur toutes les liberating structures, la structure même de la discussion fait en sorte d'aménager un temps de parole pour tout le monde. Pas uniquement ceux qui parlent très vite, très fort, dès le début. Ça amène du sens. Ça peut même amener du fun. Le message qui est derrière, en fait, c'est qu'à partir du moment où vous préparez à être surpris, en gros, ça correspond à de la formation, à de l'entraînement. À partir du moment... Si vous êtes préparé contre la surprise, pardon. À partir du moment où vous préparez à être surpris, et les gens, si parmi vous, il y a des gens qui ont l'habitude de fréquenter les open space, c'est un des leitmotifs des open space. Préparez-vous à être surpris. Là, on n'est pas sur de la formation ou sur de l'entraînement, on est sur de l'éducation. Ça ne parle pas à la même chose en nous. 10 principes. Les principes, je vais les passer très vite. Ce n'est pas le but de la présentation. Le premier principe, c'est d'inclure tous les participants et de débrider les idées. En gros, générer de la créativité, permettre l'expression, même de choses pas forcément standards. C'est fait pour. Principe fondateur, on respecte vraiment les gens et on respecte les solutions locales. La solution locale, c'est le côté décentralisé. Ce n'est pas un grand chef à plume qui décide de tout. Il y a de la décision qui va être ramenée au niveau du groupe. C'est essentiel. Et c'est d'ailleurs un des éléments fondamentaux de la culture agile, la délégation. Le but aussi, c'est de construire des relations de confiance. Vous en avez peut-être entendu parler. Un autre élément fondamental, c'est avoir un environnement 3P dont on parlait tout à l'heure. Un environnement où vous avez la permission et l'autorisation de vous exprimer, de partager de l'idée, et ainsi de suite. Sans risquer le retour de bâton parce que vous vous écartez de la pensée dominante, par exemple. Ça permet aussi d'apprendre de ses erreurs. L'erreur est le meilleur moyen d'apprendre avec le jeu. Si vous ne faites jamais d'erreur, si vous ne vous donnez pas le droit à l'erreur, vous n'expérimentez pas. Si vous n'expérimentez pas, vous continuez à appliquer des recettes déjà connues. Est-ce vraiment ça qu'on veut ? Pas forcément. Ça marche aussi extrêmement bien pour apprendre à établir rapidement des liens au sein d'un grand groupe, à se connaître un minimum. Ça marche aussi pour accroître la responsabilité au niveau local. Ça met l'accent sur les possibilités. La façon d'organiser certaines conversations, et ça vous l'avez peut-être vécu sur des exercices de type brainstorming, créativité et compagnie, ça peut vous amener à avoir des idées qui ne vous seraient pas forcément venues naturellement à l'esprit. Et ça encourage la destruction créatrice, et ça permet l'innovation. Là j'ai un exemple un peu plus tard qui vous explique de quoi ça parle. Et ça incite à la curiosité. On va vous pousser à explorer de nouvelles pistes, à parler de choses peut-être un peu folles. C'est fait pour. Par contre, un des fondamentaux, c'est que toutes ces structures, qui sont des petits formats de discussion, doivent toujours avoir un objectif clair et partagé. C'est essentiel. Alors, au niveau de la facilitation, est-ce que ça nécessite des compétences particulières ? Rappelez-vous, Liberating Structure, c'est un catalogue de 33 formats de discussion courts. Dans l'absolu, ça peut paraître intimidant. En fait, non. Tous ces formats ont été conçus pour être extrêmement simples d'utilisation. Il n'y a pas besoin de suivre une formation de facilitation. Il n'y a pas besoin d'avoir un coach. Vous avez besoin de rien si vous avez envie de commencer. Toutes les informations nécessaires, je vous le disais, sont disponibles en ligne, gratuitement. Après, il y a des livres, il y a ce genre de choses. Bon, là, ce n'est pas gratuit, mais ils ne sont pas nécessaires. Vous pouvez l'avoir en plus. Pour commencer à vous y mettre, parfois, c'est juste être inclus dans une session. Il y a des formats courts. C'est-à-dire que globalement, une fois que vous avez vécu ce type d'échange,
sur des formats courts, par exemple de 10 minutes, ben on va considérer que vous êtes complètement armé pour vous lancer. Alors, rentrons dans le vif du sujet. Parce que là, je pense que pour maintenant, je vous ai parlé de pas mal de choses. Mais concrètement, c'est quoi? Là, ça, c'est le slide qui fait peur. Il y a donc 33 structures. Et là, si vous savez compter, vous m'expliquez que c'est pas possible de faire rentrer 33 structures dans un carré. Vous avez raison. Ceci est la représentation classique proposée par les créateurs. Ils n'étaient pas très bons en maths. En fait, il y a 2 cases qui ne sont pas des liberating structures. Donc sur le site, le point d'accès au catalogue ressemble à ça. Si vous cliquez sur les 2 cases rouges, vous tombez sur des menus qui n'ont rien à voir. Ça, c'était le piège. Pour commencer, il y a un livre, le livre de référence écrit par les 2 auteurs. Je vais être extrêmement honnête, je ne vous le conseille pas particulièrement. Les informations sont aussi disponibles sur le site officiel. Je vais être à nouveau extrêmement honnête. Préparez-vous à un retour dans le passé. L'ergonomie du site n'est pas des plus modernes. Il y a l'URL et la homepage ressemble vraiment à ce qui est là. Je ne l'ai pas truqué ni quoi que ce soit. C'est effectivement à peu près aussi moche. Commencer. Comme je vous disais, le plus simple moyen de commencer, c'est tout simplement de participer au moins à un des groupes de discussion. C'est un sujet qui commence à se démocratiser. Il y a des meet-up qui s'organisent de plus en plus. Il commence à y avoir des ateliers. C'est pas quelque chose qui est spécifique aux agilistes, du tout. C'est quelque chose qui fait partie de la facilitation au sens très large, qu'on voit du coup utilisé dans pas mal de métiers. Et ça fait, à mon sens, partie des pratiques émergentes. Alors quand je parle d'émergent, c'est que ça fait à peu près 2 ans que j'en entends parler. Et je commence à voir apparaître des meet-ups sur le sujet depuis moins de 6 mois sur Paris. Mais ça reste encore très confidentiel. Et c'est d'ailleurs pour ça que je vous en parle. C'est pas que je sois une experte, c'est que c'est quelque chose qui a piqué ma curiosité, que j'ai commencé à manipuler, et je trouve que ça a du potentiel. Donc, faire l'expérience, bonne façon de commencer. Mais il y a encore une meilleure façon de commencer, c'est tout simplement de le tester en vrai, de l'expérimenter. Comme je vous le disais, pas besoin de formation préalable. Les infos sont disponibles. En gros, en fait, vous avez déjà tous les outils à votre disposition. N'en profitez pas pour quitter la conférence tout de suite, s'il vous plaît. J'ai quand même 2-3 choses à vous expliquer. Ok, donc je récapitule. La meilleure façon de commencer, c'est de se lancer. Ouais, sauf qu'il y en a quand même 33. Laquelle est la plus simple? Par laquelle est-ce qu'on peut commencer le plus simplement? En fait, par celle que vous voulez. Le postulat de base, c'est que de toute façon, ça sera plus efficace qu'à peu près n'importe lequel des formats habituels dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc plutôt qu'une réunion à slide ou un point d'avancement, à peu près n'importe laquelle de ces liberating structures va vous amener de l'information de façon plus efficace, voire de l'information plus riche. Hop là. Je vais quand même pas vous faire la blague de vous laisser, ça y est, c'est fini. Je vous indique quand même les 5 structures que j'ai vues être les plus utilisées. Donc il s'agit du résultat d'un sondage totalement non scientifique, basé sur la lecture d'articles de blog et de ce que j'ai pu voir sur des meet-up. Donc la taille d'échantillon est ridicule. Ne m'en veuillez pas pour la justesse statistique de la chose. Par contre, par rapport au timing, j'ai vraiment malheureusement pas le temps de vous présenter les 5, donc je vais vous en présenter les 3, que moi je préfère, de façon totalement égoïste. Alors, impromptu networking. C'est assez proche de ce que j'ai essayé de vous faire vivre dans un temps record en tout début de la session. Après, je ne vous cache pas que je n'avais pas prévu qu'on soit dans un amphi et ça aurait dû être légèrement moins acrobatique. La base, c'est effectivement de proposer à tout le monde de se mettre debout parce que c'est beaucoup plus simple pour circuler, de s'installer par paire, groupe de 3 si besoin. Étape suivante. Proposer une question à laquelle chacune des personnes de la paire va répondre à l'autre personne. Pas à moi, pas au facilitateur. C'est un échange entre vous. Exemple de question, que pensez-vous pouvoir apporter à cette réunion? C'est tout bête ça, mais quand vous faites des réunions avec plein de gens, est-ce que tous les gens qui sont là vont vraiment apporter quelque chose? Qu'espérez-vous en retirer? Indice, vous n'apportez rien, vous ne retirez rien de la réunion, la meilleure stratégie serait peut-être tout simplement de ne pas y être. Autre couple de questions qui marche très bien.
quel est votre principal irritant? Qu'est-ce qui vous agace? Qu'est-ce qui vous use? Et la contrepartie, quel est votre point fort? Ce ne sont que des exemples. Vous pouvez créer autant de questions que vous voulez par rapport au contexte et aux résultats que vous souhaitez. Au sein de chaque paire, les gens vont échanger sur leurs réponses. Le timing habituel, c'est 2 minutes chacun. Donc ça fait 4 minutes par round. Là, je vous ai un peu pressé parce que je n'avais pas 1 heure. Indiquez la fin du round. Demandez aux gens de changer de paire. Et rebelote. À nouveau, même système. Et là, par contre, sur le second tour, chose que je n'ai pas fait là, c'est qu'on va demander aux gens de commencer à prêter attention aux similitudes et aux différences. Un des buts de cette structure-là, c'est d'identifier des patterns récurrents. Quand vous avez des gens qui vont commencer à vous remonter la même info, sans s'être forcément concertés, c'est un indice intéressant. On a tendance à dire, en résolution de problèmes, que quand le même sujet, le même irritant, est remonté par plusieurs équipes en parallèle, ou plusieurs personnes qui ne se sont pas concertées, ce n'est pas un irritant, c'est un vrai problème, et qu'il va falloir s'en occuper. C'est exactement le même principe. La récurrence, la similitude, va vous conduire à au moins regarder ce que c'est. Et organiser un 3e round, toujours sur le même principe. À la conclusion, on fait, sur la fin du 3e round, quand tout le monde a au moins partagé 3 fois, du coup, sa réponse à ces questions, ce qu'on va synthétiser, ce qu'on va partager tous ensemble, ce n'est pas les réponses à la question. C'est les similitudes, c'est les différences. C'est les choses qui vous ont marqué, vous, quand vous avez entendu les 3 personnes que vous avez eues en face de vous répondre à cette question. C'est ça qu'on va chercher à capter. Exemple d'utilisation. Moi, j'aime bien l'utiliser en activité pour une ouverture de formation. Par exemple, vous êtes là, qu'est-ce que vous attendez de la session? Ça marche aussi très très bien en icebreaker, en grand format, quand vous avez beaucoup de monde, par exemple sur une première rétro. Quand des gens ne se connaissent pas du tout. Quel est votre plus grand espoir? Qu'est-ce que vous attendez? Quel est votre point de souffrance? Question que j'aime beaucoup. Là, par exemple, à cette rétrospective, si vous pouviez inviter une personne vraiment spéciale, qui n'est pas là, ça serait laquelle? Est-ce que ça serait le CEO? Est-ce que ça serait Georges de la Compta? Est-ce que ça serait le responsable de la prod applicative parce que vous en avez ras les couettes que ça ne marche pas et vous n'arrivez pas à le voir pour parler des problèmes avec lui? Quelle serait cette personne? Autre question. Alors ça peut être pris pour un peu de sadisme, mais je vous assure que ça marche très très bien. Comment faire en sorte que le prochain sprint soit vraiment, totalement, atrocement, abominablement plus mauvais que celui qu'on vient de faire? Ça, c'est un truc de coach. On aime bien poser des questions pour faire apparaître des résultats en creux. Alors, truc et astuce de facilitation, je vous l'ai dit. Proposez vraiment aux gens de rester debout. Posez des questions ouvertes. Le but, quand même, c'est que les gens aient des choses à partager. Pas qu'ils répondent oui, non, bof, j'en sais rien. Mais pas trop large. C'est quand même timé. Donc si eux-mêmes doivent réfléchir 5 minutes pour trouver quelque chose à partager en moins de 2 minutes, ça ne va pas marcher. Ni trop difficile. Mine de rien, l'art de trouver la bonne question, c'est, à mon sens, 90% de la préparation de ce genre de petit format. Parce qu'il y a un facilitateur, c'est quand même pas complètement spontané. Ne réduisez pas le nombre de rounds. C'est la répétition qui permet d'identifier ces similitudes, ces patterns émergents. Si vous ne faites plus qu'un seul round, ou 2, c'est mort. Vous vous coupez de la source d'information que vous cherchez à capter. Ce que vous pouvez faire par contre, si vous voyez que la discussion s'épuise, parce que les gens sont en train de répéter la même chose, c'est réduire le temps alloué à chaque round. Ça marche bien. Voire le diminuer arbitrairement, tout simplement pour augmenter la cadence et donner plus de rythme à l'exercice. Ça marche aussi. Donc voilà pour l'impromptu networking. Autre format, un peu tout en un. Celui-là, c'est un peu un couteau suisse. Alors, le noyau est complètement tronqué. C'est du 1, 2, 4, all. Le nom qui ne donne à peu près aucun indice. Le but, c'est de trouver un défi, un challenge, un problème, quelque chose à faire. Première étape, on prend 1 minute, on réfléchit chacun en silence. N'hésitez pas à inciter les gens à écrire sur papier ce à quoi ils pensent. Soyez strict, c'est vraiment silencieux.
On ne discute pas, on ne part pas au café, on ne consulte pas ses mails. C'est vraiment important. Seconde étape, les gens s'organisent par pairs et ils commencent à générer des idées à partir de leurs réflexions silencieuses qu'ils ont eues chacun de leur côté, pendant 2 minutes. Étape suivante, on s'organise par 4, 2 paires du coup, afin de partager et développer les idées, les infos, les pistes que vous avez eues sur le round de discussion précédent. À nouveau, avec la répétition, vous devriez potentiellement voir émerger des similitudes, des patterns. Notez-les, ils sont intéressants. Les 5 dernières minutes, c'est la phase all. Là, c'est l'intégralité du groupe qui partage. Alors, ça s'adresse à des groupes potentiellement assez gros. Donc, on ne va pas faire passer chaque groupe à leur faire lister tout ce qu'ils ont eu en tête. Sinon, le rythme est mou, ça va prendre un temps colossal et ce n'est pas le but. La question clé, c'est quelle est l'idée la plus intéressante ? Vous demandez à chaque groupe de choisir une idée la plus intéressante. Et vous leur expliquez bien que si l'idée en question a déjà été proposée par un groupe juste avant, ils ne la répètent pas, ils prennent l'idée suivante. Et on tourne comme ça jusqu'à épuisement. Si les groupes sont très grands, c'est pas jusqu'à épuisement des idées, on se fixe genre les 2-3, on fait 2-3 tours comme ça tous ensemble, mais pas plus. Ça marche très bien quand vous voulez faire par exemple définir, quelque part lister, prioriser en quelques minutes, les objectifs d'apprentissage d'une formation. Imaginez, vous donnez une formation, vous avez 30 personnes. Habituellement, ce qu'on fait, c'est qu'on demande aux gens de noter ça sur des post-it, de coller ça sur un tableau, et derrière, on essaie de faire des regroupements, et du dot voting et compagnie. Ça, cette façon de faire, ça vous permet d'avoir en sortie, directement, la liste priorisée, et validée par le groupe. Une utilisation que j'ai testée, que j'aime beaucoup. Qui ici connaît le daily meeting ? À peu près tout le monde ? Ok. Donc, vous avez dû entendre dire que ce point, en fait, il est organisé autour de 3 questions classiques. Qu'est-ce que j'ai fait hier ? Qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui ? Est-ce que je suis bloqué ? En fait, ce format-là, il peut marcher pour remplacer ces questions-là, avec une question très simple, mais que j'aime vraiment beaucoup. Quel est le moyen qu'a l'équipe d'obtenir le meilleur résultat possible d'ici la fin de journée ? Qu'est-ce qu'on peut faire de mieux aujourd'hui en tant qu'équipe ? Avec la structure de conversation dont je viens de parler. On commence par réfléchir tout seul, puis à 2, puis à 4, puis à l'équipe. L'avantage sur les équipes Scrum, c'est qu'on n'est pas censé être 30 personnes, donc ça va quand même assez vite. Ça marche aussi très bien, par exemple, sur une rétrospective. Quand vous avez quelqu'un qui a une personnalité, on va dire, un peu écrasante. Vous savez, la personne qui prend la parole en premier et qui laisse en gros pas trop de place à qui que ce soit d'autre. Là, le temps de parole, il est distribué de façon égalitaire sur tout le monde. Même si la personne en question est grande gueule, il ne sera pas plus entendu que les autres. Ça marche vraiment. Ça peut servir aussi d'activité d'ouverture sur une thématique donnée. Ah, et il y a une faute de frappe. Par exemple, dans quelle mesure le product owner est un chef de projet ? Alors l'exemple n'est pas complètement bidon, il fait partie des questions qu'on a dans la backlog des coachs chez le client chez qui je travaille actuellement. Où on passe d'une culture cycle en V traditionnelle avec pléthore de chefs de projet et une maîtrise d'ouvrage, et on est censé avoir 60% des équipes en mode agile dans pas longtemps. Donc on se pose des tas de questions autour de certains rôles. Donc ça, c'est un visuel, que j'ai récupéré sur Internet. Je ne l'ai clairement pas recréé moi-même, qui synthétise. Mais je l'ai mis dans le slide, c'est plus pour référence. Trucs et astuces de facilitation. Je le répète, la première phase où les gens doivent réfléchir silencieusement est extrêmement importante. S'ils ne le font pas, il n'y a pas la matière pour alimenter le second round. N'hésitez pas à leur proposer de faire ça par écrit. Et de façon totalement classique, c'est time-boxé. Faites attention au timing. C'est extrêmement important. C'est ça qui donne la cadence et qui fait que les gens restent concentrés. Si le nombre total de participants est élevé, comme je l'ai dit, limité, de façon à ce que ça ne traîne pas et qu'on n'arrive pas à lister des idées qui ne sont pas forcément intéressantes. Et invitez vraiment les différents groupes à ne pas répéter
des idées déjà formulées. Même si elles ne leur paraissent pas complètement identiques, c'est pas le but. Le but n'est pas d'être totalement exhaustif là-dessus. Le troisième, oui, il s'appelle TRIZ. Ouais, les noms sont un peu bizarres parfois. TRIZ, qu'est-ce que c'est ? C'est une structure qui s'adresse à des groupes plutôt grands et que je trouve assez marrante. Contrairement aux deux autres, qui sont globalement assez courtes, celle-là, ça prend beaucoup plus de temps. C'est des créneaux de au moins 10 minutes. Là, on va demander aux gens de s'organiser par groupe entre 4 et 8 personnes. Donc on est quand même un peu plus souple que sur les exercices précédents. On explique, en gros, qu'il y a 3 rounds de 10 minutes. Et le facilitateur, à partir de là, ne donne pas d'indice sur ce qui va se passer sur les rounds 2 et 3. C'est fait exprès. Ça fait partie de la dynamique de l'exercice. On identifie un résultat lié à une thématique, allez, au hasard, une transformation agile. Et le résultat dont on discute, c'est vraiment le pire résultat, celui qu'on ne veut pas avoir, celui qu'on veut éviter à tout prix. Ce n'est pas notre plus grand succès, c'est la situation catastrophique, le naufrage. Round 1. On va laisser au groupe 10 minutes pour utiliser la structure 1, 2, 4 all que je vous ai présentée tout à l'heure, pour compiler la liste de tout ce qui peut conduire à l'apparition de ce fameux résultat catastrophe. En gros, tout ce qu'il ne faut pas faire, ou tout ce qu'il faut faire si vraiment vous voulez planter le projet, par exemple. Vous pouvez inciter les personnes à être relativement créatives. Alors bon, les inversions massiennes, pas forcément, mais des rachats, des démissions de personnes clés, tout ça, ça peut en faire partie. Round 2. À nouveau la structure 1, 2, 4 all, toujours 10 minutes. Mais là, ce que vous allez demander au groupe, attention, ça commence à devenir vicieux, c'est la liste des activités, des choses qu'ils font déjà, actuellement, aujourd'hui, dans la vraie vie, et qui ressemble pas mal à la liste des activités qui mènent au cauchemar. Là, le but, c'est d'inciter les gens à être honnêtes. S'il y a des choses qu'ils font et qui, effectivement, 10 minutes avant, on vient de dire que ça va nous mener dans le mur, il faut le dire. C'est important. Troisième round, et c'est là où ça peut devenir vicieux, c'est qu'en fait, on va à nouveau leur demander de faire un 1, 2, 4 all, mais là, ce qu'on va leur demander d'identifier, sur la base de tout ce qu'on a échangé précédemment, c'est dans tout ce qu'ils font déjà aujourd'hui et qui, quelque part, est en train de mener le groupe vers le désastre, qu'est-ce qu'il faut absolument arrêter là, tout de suite, maintenant, comme activité ? Imaginez une procédure de sauvegarde d'urgence. Vous êtes en train de vous apercevoir que, mine de rien, dans votre quotidien, il y a des comportements toxiques, il y a des activités qui ne vous aident pas, qui vous freinent, voire qui vous font courir des risques. Dans le tas, qu'est-ce qu'il faut stopper en urgence ? Et comment, surtout, vous stoppez la machine ? Parfois, ce n'est pas simple. Parfois, ce que vous allez identifier, c'est juste le premier pas qui va commencer à permettre d'accéder au frein de la chose. Exemple d'utilisation, en rétrospective, ça marche très très bien. Ça marche aussi très bien sur du cadrage de projet. Tout ce qu'il ne faut pas faire pour que le projet plante. C'est un exercice qui est sympathique. Ça marche aussi très très bien, mine de rien, quand vous faites de la transfo. Typiquement, vous êtes en train d'accompagner une équipe qui passe d'un bon gros cycle en V traditionnel à Scrum. Ben, vous les faites réfléchir à tout ce qu'il faut pas, ce qui ne doit pas être fait si on veut que ça ait une chance de fonctionner. Là, c'est pas le coach qui réfléchit, c'est l'équipe. C'est les gens qui savent. Alors, truc et astuce de facilitation. Faut quand même que ça reste un minimum fun. C'est pas une marche funèbre. Et il faut surtout qu'ils ont le droit d'être un minimum créatif. Il n'y a pas de souci avec ça. Le but, si vous voulez, c'est qu'à un moment, on va leur demander d'être vraiment honnête quand on va leur demander dans qu'est-ce que vous faites aujourd'hui qui est en train de nous mener sur la mauvaise pente. Il faut qu'ils se sentent suffisamment en confiance pour le dire et en parler. Donc si jamais ça ressemble à un banc d'accusation, les gens ne parleront pas. Si par contre le climat est détendu et qu'ils se sentent en confiance, là il y a des choses intéressantes qui peuvent sortir. Quand vous animez l'atelier, vous l'avez vu, il ne faut surtout pas expliquer ce qu'on attend sur le second et le troisième round dès le début. Sinon, c'est humain, les gens vont déjà commencer à se projeter sur ces situations et vont générer un biais dans les réponses. Donc il va manquer des infos potentiellement importantes.
Alors ce que vous pouvez faire, c'est un truc de facilitation, c'est vous préparer les différentes étapes des déroulés et soit vous affichez pas la feuille, soit vous la masquez, juste pour l'enlever au dernier moment, pour vous faciliter la vie. Autre truc très bête, utilisez des post-it. Tous les éléments des livres qui vous sortent sur chacun des rounds, demandez-leur de les mettre sur des post-it. Tout simplement parce que la synthèse finale, elle risque de ressembler à ça. Sur la première colonne, c'est le résultat du premier round, tout ce qui amène au scénario catastrophe. La colonne centrale, potentiellement, il y a quand même des choses de la première colonne qu'on va retrouver dans la colonne centrale. C'est des choses que vous êtes déjà en train de faire, mine de rien. Et la troisième colonne, c'est dans ce que vous êtes déjà en train de faire et qui nous mène à la catastrophe, qu'est-ce qu'on arrête tout de suite? Donc c'est quand même beaucoup plus simple de déplacer les post-it. C'est tout bête, mais comme c'est time-boxé, si on peut éviter de perdre du temps à faire écrire des trucs sur les post-it aux gens, ça permet aussi de garder la dynamique. Celui-là, franchement, d'exercice, je vous incite à le tester, il est assez fun. Alors, ce qu'on vient de voir, c'est qu'en fait, ces petits exercices, courts au final, parce que le plus long, c'est quand même une grosse demi-heure. Faites le parallèle avec les ateliers de brainstorming d'une demi-journée. Ça marche bien, ça permet aux gens de dire des choses, ça crée un climat où ils peuvent se projeter et potentiellement parler de choses. Et globalement, ça permet en gros de changer la dynamique. Ça les rend plus interactifs, plus respectueux, vous l'avez vu. Il y a un partage du temps de parole. C'est pas le manager qui parle en premier qui du coup conditionne tout le monde. Et c'est plus efficace, au moins en termes de temps. Là, c'était unitaire. Je vous ai juste parlé des petites briques. Imaginez si en plus on arrive à les combiner, à en faire des séquences. Ok, mais j'en ai 33. Comment je les combine? Il y a des outils. Alors là, je vais accélérer parce qu'on me fait signe que j'ai pris du retard. Il y a des outils. Je vais du coup pas vous détailler les outils complets. Sachez qu'il y a dans les slides et que ce qu'il y a dans les slides, c'est basé sur une traduction du document officiel dont il y a l'URL dans les slides que j'ai essayé de vulgariser un peu. C'est un petit peu aussi. L'idée là-dedans, c'est qu'on vous fournit 2 tableaux. Sur le premier tableau, qui est sur la gauche, vous avez des objectifs, ce que vous cherchez à avoir en montant cette séquence d'atelier. Et en face, vous avez tout simplement les structures qui correspondent aux différents objectifs. Donc là, c'est vraiment le how-to, étape par étape, sur le raffinement des objectifs, identifier ce qui est vraiment important pour vous, limiter, pour ne pas tout traiter d'un coup. À partir des objectifs, en face, pour chacun des objectifs que vous avez vraiment validés, que vous voulez traiter là, identifiez la structure qui correspond. Et une fois que vous avez la liste de structures, jouez avec pour essayer de les combiner, pour avoir une dynamique, un déroulement, un timing qui correspond à ce que vous souhaitez atteindre et à vos contraintes, de temps par exemple. Là-dessus, conseil d'amis, n'hésitez pas à être low-tech. Vous avez les éléments sur des supports électroniques et compagnie. Honnêtement, jongler entre les tableaux au format électronique dans des PDF, c'est pas efficace. Moi, j'imprime. Et il existe des cartes avec ces structures. Ça vous permet d'avoir toutes les structures sous forme de cartes dans une main et d'avoir vos PDF imprimés à côté. Autre élément, la matching matrix. Alors, je vais passer vite. Grosso modo, le principe de la matching matrix, c'est que vous avez en colonne toutes les structures. En ligne, vous avez 5 grands types d'objectifs, comme par exemple trouver des solutions du quotidien, identifier des patterns, des structures, des similitudes, créer des prototypes, diffuser de l'innovation. Et pour chacune des structures, en fait, les créateurs vous ont précoché les objectifs dans lesquels elles peuvent s'inscrire. Donc ça peut vous aider aussi à faire des sélections. Comme je le disais, je vous ai mis là les URL parce que c'est pas visible du tout sur le site. Moi, j'ai galéré à les trouver. Donc, tant qu'à faire, je vous les donne directement. Sur les cartes, vous pouvez trouver des fichiers à imprimer vous-même. Comme je vous l'ai dit, c'est du Creative Commons. Mais il y a une société allemande qui s'appelle Holisticon qui a aussi créé un jeu de cartes qui est en vente en ligne sur Amazon. Bon, la subtilité, c'est que c'est Amazon Allemagne. Il n'est pas sur le com, il n'est pas sur le FR. Et en France, en général, on ne pense pas aller fouiller sur l'allemand. Sur les exemples de séquences, je vous ai mis des liens vers des articles de blog qui vont vous présenter des retours d'expérience de gens qui ont utilisé comme ça des séries de Liberating Structures
pour tout un tas d'objectifs différents. Alors, c'est pas la dernière version du slide, donc ce que j'avais préparé était beaucoup plus joli et lisible. Il y a notamment un exemple, voilà, pour kickstarter une équipe Scrum. Ça, c'est un retour d'expérience d'un coach hollandais qui partage ce qu'il a mis en place sur un atelier de 2 jours. La première journée, c'était de la formation. La seconde journée, c'était toute une série de liberating structures qui ont été utilisées en gros pour identifier le cadre le plus favorable et en creux les éléments qui pouvaient potentiellement présenter un risque dans le cadre du passage vraiment d'équipes qui travaillaient en mode traditionnel vers du Scrum. Donc là, c'est la liste de cartes. Je pense que là-bas, on va me dire que je suis en retard. Grosso modo, je vous ai détaillé dans les slides, liberating structure par liberating structure, je vous ai fait un résumé de la façon dont les coachs en question les ont utilisés, le contexte et l'objectif qu'ils avaient derrière. Par exemple, à un moment, ils mettent en avant le fait qu'il ne faut pas qu'il y ait conflit entre le développement de l'équipe sur ce nouveau potentiel agile et les objectifs personnels des gens. Donc, ils ont utilisé ça, par exemple, pour définir ce qu'ils ont appelé un objectif d'équipe qui combine les deux. Ce qui est important pour les individus et ce qui est important pour l'équipe, ne serait-ce que d'un point de vue business. Qu'est-ce qui est attendu par les clients de cette équipe-là? Et ils ont fait comme ça une espèce de manifeste d'équipe. Et ça a émergé avec une liberating structures. Alors que si vous faites un brainstorming, c'est 2 heures, quoi. Donc là, il y a plein d'exemples. Je pense que je ne vais pas tarder à voir... Voilà. Donc, si vous n'en voulez pas trop, je vais vous renvoyer du coup vers les slides. Je suis désolée, c'était pas prévu que ça soit aussi comme ça. Mais je vous les ai toutes détaillées. Voilà. Pour aller plus loin, je vous ai mis aussi mes ressources favorites. Du coup, le site officiel, liberatingstructure.fr, c'est la version française. Mais par contre, elle n'est que partielle. Vous n'allez pas tout retrouver de la version initiale sur la version française. Et je ne vais pas vous cacher que les traductions ne sont pas d'une qualité exceptionnelle. The Liberators, la 3e ligne, c'est un blog qui est tenu sur Medium, notamment par le coach dont j'ai récupéré l'exemple de séquence. Ils publient pas mal de choses sur les liberating structures et globalement, leurs contenus sont plutôt intéressants. Je vous les conseille. En bas, il y a le livre. Il y a une application mobile gratuite disponible sur iOS et Android où vous allez avoir tout le catalogue. Ça peut être utile aussi. Et comme je vous disais, il y a des meet-up, il y a des ateliers, il y a des journées découvertes. Alors en bonne parisiano-centrée, je vous ai mis le meet-up qui est à Paris. Bon, tout simplement parce que j'en ai pas trouvé sur Bordeaux ou sur les autres villes. Comme je vous le disais, c'est émergent. Dernier truc astuce, c'est le bonus. Quand vous animez des groupes un peu importants et que vous avez des timings super serrés, moi, j'ai rien trouvé plus efficace que ceci. Ça s'appelle un time timer. Le gros modèle est à peu près haut comme ça. Vous pouvez le poser par exemple sur une table. L'élément rouge, c'est le temps restant. C'est du low-tech. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez lâché la languette rouge, le temps restant, la partie rouge diminue. Et quand il n'y a plus de temps, ça sonne. C'est tout bête, mais c'est visible dans les grandes salles. Et ça vous permet de libérer l'écran pour par exemple avoir des consignes à l'écran. Et pas afficher le timer. Alors, trouvable sur Amazon, surveillez les prix parce que ça fluctue pas mal. Mais honnêtement, depuis que je l'ai acheté, dès que j'ai des ateliers avec 30, 40, 50 personnes, je m'en passe plus. Parce que ça, c'est les gens voient le temps qu'il leur reste. Alors que quand c'est votre téléphone qui vibre, vous les prenez de court. Si la discussion est passionnante, ils s'en aperçoivent même pas qu'ils sont en train de dérouiller. Donc à vous de jouer. Comme je vous le disais, le meilleur moyen, c'est tout simplement de jouer avec. C'est aussi simple que ça. Et on a potentiellement un peu de temps. Voilà, j'ai l'autorisation pour les questions. Ok, donc on peut poser des questions. Enfin, je peux même essayer d'y répondre. Oui ? Par rapport en fait, quand il y a plusieurs groupes qui échangent, il s'est timé et en fait, tu disais qu'il fallait essayer de relever des similitudes. Oui, mais c'est eux qui le font. D'abord, c'est eux parce que j'étais, toi qui est du coup le maître. Le facilitateur. En fait, toi, tu peux pas capter toute la conversation. Non, et c'est bien pour ça que c'est pas au facilitateur justement de récupérer ce genre d'informations. Ça fait partie de la restitution qui est demandée au groupe.
C'est bien ce qu'on a à chaque fois, par exemple, sur le 1, 2, 4 rôles, sur le partage, où on est tous ensemble, ce qu'on va leur demander, c'est pas de raconter les histoires, les réponses qu'ils ont entendues, c'est de faire la synthèse des éléments, des récurrences, des similitudes, et potentiellement des espèces de schémas ou de modèles qu'ils auraient pu identifier. Et c'est cette synthèse-là qu'on met en commun et qu'on resynthétise ensemble. La réponse à la question, c'est presque pas qu'un support, mais pas loin. Ça permet de faire ressortir... Exactement, c'est un révélateur. Une autre question? Oui? Pour le TRIS, tu as mentionné l'idée qu'il fallait conserver secrètes les étapes suivantes. Oui. On peut s'en servir qu'une fois. Alors pour le TRIS, sur la même équipe, il est peu réutilisable. Mais ça reste un outil extrêmement puissant, notamment, comme je le disais, sur du cadrage, du démarrage, quand on veut vraiment identifier les causes d'échec et surtout, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui dans le quotidien qui est de façon insidieuse en train de nous emmener vers le naufrage. Il conseille de le masquer pour vraiment protéger cet effet de surprise et ne pas générer de biais. Je me dis dans l'absolu, mais c'est qu'une hypothèse, que sur une équipe qui du coup est convaincue de l'intérêt de jouer le jeu, ça doit être réutilisable. Mais sur des gens qui ne connaissent pas et qui ne voient pas où on veut en venir, là on risque vraiment de dégrader la qualité de l'information. Une dernière question? Et après je vous libère, promis. Est-ce que c'est utilisable sur tout type de population? Globalement, oui. C'est très simple, ça demande à peu près aucune connaissance. C'est des formats de discussion. Et des discussions, on en a tous, quel que soit notre métier, quel que soit notre âge. Bon, après, avec des enfants en très bas âge, c'est compliqué. Avec des personnes très âgées, ça peut être compliqué aussi. Mais c'est complètement agnostique. Vous pouvez mélanger des classes d'âge. La seule chose, c'est qu'il faut quand même qu'il y ait un sujet commun. Que les questions parlent à tous. Et si vous avez l'impression que la diversité du groupe nuit à la qualité du résultat que vous essayez de récupérer, il faut peut-être se poser la question. Mais par exemple, quand je parle de respect de la diversité, imaginez qu'on est par exemple sur les participants d'une conférence. Globalement, il y a plein de métiers différents. Il y a quand même une certaine diversité, même si elle est améliorable. Mais ça permet à tout le monde d'être entendu, même aux timides, même aux gens qui n'osent pas prendre la parole, même aux gens qui sont statistiquement sous-représentés. C'est cet aspect respect que je trouve important. Mais après, comme partout, si vous ne mettez pas les bonnes personnes dans la discussion, de facto, vous appauvrissez la qualité de la discussion. C'est pas miraculeux. Mais c'est pas un truc de coach agile, c'est pas réservé à des populations IT, c'est pas réservé à des sachants. Comme je vous disais, la facilitation ne demande aucune formation et la participation encore moins. On va clôturer là donc. En tout cas, merci beaucoup à vous.